Au monde, on dit qui marche seul est dans l'isolement. Oui. Ça, c'est un parcours politique. L'ANEC marche avec qui? L'ANEC marche avec le président de la République. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il y a une identité dans la philosophie et un rapprochement dans l'action. Très bien. Comme vous le savez, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à feu Étienne Tshisekedi de très heureuse mémoire, qui chamaillait à tout moment, mais n'empêche qu'ils sont de la même famille. Très bien. Donc nous sommes les enfants du même nombril. Les Mobutistes, les Tshisekedistes sont des enfants de même nombril, même si par moment on a eu à se frotter un tout petit peu, et ça c'est normal en famille. Très bien. Ça, nous sommes tous de la social-démocratie. Voilà. Donc nous avons les mêmes idéaux, nous partageons les mêmes idéaux. Et je dirais aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi, si il était venu dans l'histoire un peu plus tôt, on ne connaîtrait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est parti, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine Bosolo Ponamboka. Le magazine au cours duquel vous avez des vraies réponses aux questions que vous posez sur l'avancement et le fonctionnement de la République démocratique du Congo, ce pays que nous voulons prospère. Boye malamu na programme oyo. Bisika wapi boko zo akabia no na mituna na bino boko mitunaka na kotambola ekolo Congo. Biso tozali Bosolo Ponamboka. Oyo totamboli lokola momesano pour vous chercher la vraie information. Une vraie information tirée à la source. C'est-à-dire que nous nous retrouvons aujourd'hui précisément dans la commune de Kinshasa où nous avons voulu enregistrer cette émission au siège du parti que l'on appelle Alliance pour le nouvel essor du Congo, ANEC, le parti cher à l'honorable Albert Lotana Lokasola, que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Vous êtes visionnaire de ce parti, ce beau parti. Comment vous sentez-vous déjà sur le plan sanitaire et comment la santé du parti? Je me porte bien, je me sens parfaitement bien et le parti aussi. D'accord, ça se voit, rien à dire. ANEC, s'il faut le dire en tout mot, en toutes lettres, Alliance pour le nouvel essor du Congo. Pourquoi cette dénomination et d'où vous étiez venu cette inspiration? L'Alliance pour le nouvel essor du Congo, c'est une bonne question que vous posez là. D'abord, c'est une alliance, cela veut dire que c'est un regroupement de plusieurs personnes. Et ce regroupement, c'est pour le nouvel essor du Congo, cela veut dire que le nouvel envol du Congo, c'est qu'il y en a eu dans le passé un envol, parce que ce pays, à l'accession à l'indépendance, nous étions plus développés que le Nigeria, que l'Afrique du Sud. Et du temps, ça s'est poursuivi jusqu'au moment où le maréchal a continué avec nous. Le Congo était en fait en Afrique un pays respecté, respectable. Mais à un certain moment, nous avons chuté, nous avons perdu des points dans le chapitre de développement, dans le chapitre de l'avancement du progrès.
Et maintenant, nous nous sommes dit, eh ben, il faut un nouvel essor, c'est-à-dire qu'il faut relancer la machine. Il faut maintenant un nouvel envol avec une nouvelle philosophie. Parce que, comme vous le savez, à l'époque, d'abord, je voudrais vous dire que l'ANEC, c'est un parti néo-moboutiste. C'est un parti du centre-gauche réformé. Donc, nous sommes un parti de la social-démocratie. Très bien. Tout ça, nous allons développer plus tard, si vous voulez, sur une émission ciblée sur les orientations du parti. Très bien. Mais je voulais seulement dire qu'en tant que parti néo-moboutiste, nous avons hérité de notre fondement, la paix. Nous avons hérité l'unité. Et dans le nouvel envol, nous avons voulu ajouter la prospérité. C'est-à-dire que l'ANEC est le parti de la prospérité du Congolais. Très bien. C'est ça notre nouveauté que nous apportons. Donc c'est quelque chose que nous apportons sur ce qui existait déjà. Vous savez que pendant les 32 ans du moboutisme, le pays vivait une certaine paix. Ce n'est pas comme pour le moment. Et puis le maréchal président d'heureuse mémoire avait rassemblé les Congolais de toutes les tribus. On en avait plus de 44. Mais que ce soit un Moluba, un Mukongo ou Mongala, partout il se trouvait, il se sentait zaïrois, il se sentait chez lui, il se sentait congolais. Et donc là, ce sont les acquis que l'ANEC est en train de préserver. Très bien. Mais on vient avec quelque chose de nouveau. Là où le maréchal n'a pas pu, c'était de réaliser la prospérité du peuple congolais vivant sur une terre, l'une des plus riches au monde, et avec un potentiel énorme. Et donc, nous ajoutons cela. Mais nous disons que nous venons dans un contexte différent. Voilà. Le maréchal président, c'était un pays qui sortait de la colonisation. Il avait son problème de lutter contre, contre la colonisation. Et il disait, nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. C'est-à-dire qu'il avait sa lutte à lui, qui était une lutte d'indépendance, une lutte de souveraineté, une lutte d'authenticité. Et nous, nous venons avec une autre lutte pour compléter la première, c'est-à-dire la transformation de l'homme congolais. La lutte humaniste de transformation du Congolais par rapport à lui-même, qu'on puisse changer sa mentalité, qu'on puisse aussi changer ses façons de faire afin que le pays se développe. Parce que, comme vous le savez, quoi qu'on en dise, les Belges nous ont laissés quelque part. Il y a très longtemps qu'ils sont partis. Voilà. Mais nous n'avons pas encore réussi à développer le pays, à décoller véritablement. Cela veut dire qu'il y a une faute dans l'homme congolais. Et c'est à cela que nous voulons nous attaquer. Et c'est ça la spécificité que l'ANEC apporte dans le paysage politique congolais. Très bien. Honorable Albert Lotana, nous étions en train de le dire lors de votre présentation, que vous êtes aussi élu de la circonscription de Djougou. Nous sommes là dans la province de la Tuapa. Oui. Dans l'ancienne configuration, c'est le Grand Équateur. Le Grand Équateur. Et voilà, 3 fois élu, député national. Oui. C'est quoi la recette? C'est quoi le secret? Le secret, c'est cette proximité que nous avons avec notre population. Très bien. Nous sommes issus du peuple, nous vivons avec le peuple et nous travaillons pour le peuple. Et à chaque instant, nous essayons de réaliser cette symbiose, cette association mutuelle, à bénéfice mutuel. Et c'est ça qui fait que finalement, on est reconduit une fois, 2 fois, 3 fois. Et une quatrième n'est pas à exclure non plus. Je pense que c'est même très probable. Voilà. Le renouvellement de la confiance de votre base, de vos électeurs, ça, coup de chapeau, honorable Albert Lotana.
Merci. Et voilà, nous sommes toujours avec l'ANEC. Au monde, on dit qui marche seul est dans l'isolement. Oui. Ça, c'est un parcours politique. L'ANEC marche avec qui? Et l'ANEC est dans quel regroupement ou dans quelle structure au niveau politique de notre pays? Merci pour la question. L'ANEC marche avec le président de la République. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, à ce titre, notre parti est signataire de la charte de l'Union sacrée. Voilà. Donc, nous sommes un parti de l'Union sacrée. Et si vous me posez la question de savoir pourquoi nous soutenons... et voilà pourquoi moi je ne la pose pas, vous l'avez déjà posée, donnez la réponse aussi. Pourquoi soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État? Parce qu'il y a une identité dans la philosophie et un rapprochement dans l'action. Très bien. Comme vous le savez, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à feu Étienne Tshisekedi de très heureuse mémoire, est sorti du moboutisme. Cela veut dire que le tshisekédisme procède du moboutisme. C'est comme si, chez nous, en lingala, on dit la calebasse et le pot sur l'étagère. Ils peuvent bien se chamailler à tout moment, mais n'empêche qu'ils sont de la même famille. Très bien. Donc, nous sommes les enfants du même nombril. Les moboutistes, les tshisekédistes sont des enfants de même nombril, même si par moment on a eu à se frotter un tout petit peu. Et ça, c'est normal en famille. Très bien. Ça, c'est au niveau de la proximité de famille. Mais il y a aussi la proximité idéologique. Nous sommes tous de la social-démocratie. Voilà. Donc, nous avons les mêmes idéaux. Nous partageons les mêmes idéaux. Et je dirais aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi, si il était venu dans l'histoire un peu plus tôt, on ne connaîtrait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est que c'est un personnage d'exception. Voilà. Et tout cela fait que nous soyons ensemble. Alors, nous sommes un parti de l'Union sacrée de la nation. Nous appartenons au regroupement AAUNC. C'est un regroupement qui est présidé par le président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe Loi Kanyingini Kingi. Très bien. Plus de questions, parce que tout est clair. Plus que l'eau de roche. Hein. Tant mieux. Et voilà. Honorable Lotana, un fin parleur. Avec vous, on ne s'inquiète pas. Vous n'avez pas votre langue dans la poche. Non, non, je ne peux pas l'avoir dans la poche. Je suis parlementaire. Donc déjà, dans le mot parlementaire, il y a parlé là-dedans. Et je suis là pendant plus d'une décennie. Et donc, et aussi, ça rentre dans mes habitudes de parler parce que je suis professeur d'université. En plus. Donc, j'enseigne. Et j'enseigne à l'ICA Bengamisa. À Kisangani. Et pour enseigner, effectivement, il faut parler. Voilà. Donc, j'ai l'habitude de communiquer avec la presse, communiquer avec les étudiants, avec les communautés, avec ma base. Très bien. Et donc, ça fait partie de votre vie quotidienne. De toute façon, quand ça nous fait du bien, nous, journalistes, de nous retrouver en face d'un invité qui vous facilite la tâche, c'est-à-dire qu'il y a un langage facile. Sinon, c'est un casse-tête. Merci. Voilà, avec ça, nous aurons un échange certainement très fructueux, basé sur les idées, pour éclairer le monde et l'opinion sur ce que vous êtes en train de faire et votre apport à la construction de ce grand pays. Honorable, vous êtes député national, nous l'avons dit, et nous restons dans vos prérogatives d'élu national. Vous ressortez des vacances parlementaires. Moi, comme étant de la presse, je me suis donné la peine d'être derrière vous. Vous avez passé presque toutes vos vacances parlementaires, à la base. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté qui se vit au sein de votre communauté, au sein de vos électeurs, que vous, en tant que leur porte-étendard, vous allez amener au niveau de l'Assemblée nationale, afin que
solutions puissent être apportées tant soit peu à leur souffrance, à leur façon de vivre. Merci pour la question. Je voudrais d'abord commencer par dire que les vacances parlementaires, c'est pour moi le moment privilégié pour me retrouver dans l'eau, un peu comme le poisson dans l'eau. Très bien. Donc, j'ai eu le privilège de rencontrer ma base, d'échanger avec elle. Je fais tout un mois en train de circuler. J'ai présidé ici le comité de sécurité des territoires, la base, celui de secteur, de rencontres avec les groupes, les jeunes, les vieux, les notables, un peu partout, pour essayer de recueillir les questions qui les préoccupent et les amener vers les personnes qui peuvent y apporter des réponses. Les décideurs, en fait. Les décideurs, et notamment ici, le gouvernement. Très bien. Il est certain qu'on a trouvé beaucoup de problèmes. Vous vous en doutez, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Très bien. Il y a eu des problèmes que nous avons rencontrés, trouvés, qui sont d'ordre politique, d'autres d'ordre administratif, d'autres par rapport à la justice, des questions d'ordre économique et des questions d'ordre socio-culturel. Très bien. Si je commence par des questions d'ordre politique, administratif et judiciaire. Je vais commencer d'ailleurs par le dernier là que vous citez. Judiciaire. Le président a eu la bonne idée de faire en sorte que chaque territoire, en fait, ait un tribunal de paix. Très bien. Le problème que j'ai trouvé à Djolou, c'est que le tribunal de paix qui se trouve là-bas manque de juges. Pas de juge. Oui, oui. Donc, un seul juge ne peut pas constituer un tribunal. Non, Donc, non. il en faut au moins deux. Voilà. Manque de juges, il manque de locaux. Pas de locaux. Oui, oui. Il manque de prisons où mettre les gens en cas de garde à vue. Tout à fait. Il manque du matériel informatique pour écrire les mandats de comparution. Saisie parce et autre que chose. quand ils saisissent les mandats de comparution dans la cité, Oui. et ce qui s'est fait, c'est qu'il y a fuite. Oh là là. Déjà, la personne qui doit être Mais mets-toi convoquée, déjà à l'écart parce qu'ils vont passer te chercher. ils vont passer te chercher. Donc, il manque de cela. Et il manque de logis. Ils sont sous-logés par des personnes qui ont des appartenances politiques. Et vous vous en doutez, la main qui donne se trouve toujours au-dessus de celle qui reçoit. Voilà. Donc, il ne constitue pas du tout un tribunal crédible, même s'il devait fonctionner, parce qu'ils sont là sous le contrôle des gens qui les hébergent. Donc, déjà, de ce côté-là, il y a un véritable problème. Ça, c'est au niveau de l'administration, il y a aussi beaucoup de choses. D'abord, il faut commencer par le bureau lui-même du territoire. Ne pas aussi non plus oublier, honorable, que nous ressortons d'un découpage territorial avec vous des politiques. Et c'est aussi un problème. Oui, oui, on sort du découpage, ici accentué par le laxisme de ceux qui ont conduit le programme de PDL 145 territoires. Parce que à cette heure-ci, j'allais me retrouver à Djolou dans un bâtiment où l'administrateur du territoire et ses assistants sont en train de travailler. Okay. Mais c'est quoi la réalité? Mais la réalité, c'est que le bâtiment n'a pas été construit. On se trouve encore dans cette espèce de maisonnette coloniale délabrée comme on ne peut pas, avec des fauteuils d'une vétusté qui ne peut pas dire son nom. Qui ne peut pas dire son nom. Et vous vous trouvez comme dans une toile d'araignée où vous avez des frissons quand vous entrez dedans. Alors que le président de la République avait pensé qu'on devait avoir à Djolou un bureau et que ça devait se construire. Ça devait aussi se construire dans les secteurs. Il y avait des secteurs qui devaient construire de ça. Ça n'a pas été fait. Les 5 dispensaires qu'on devait construire pour le territoire de Djolou n'ont pas été construits. Les 200 lampadaires qui devaient être placés pour éclairer, la cité n'ont pas été placés. Mais finalement, je me demande à quoi ce programme a servi dans mon territoire. Ça, c'est seulement au niveau de l'administration. Et si je viens un peu au niveau économique, voilà. Non, mais je reste encore au niveau de l'administration. Encore beaucoup de choses à dire. Oui, parce qu'il y a la police. Voilà. Il y a la police.
les effectifs de la police à Djolu sont minimes. Par rapport à la taille de la population. Par rapport à la taille de la population, de l'espace à couvrir. Les effectifs sont minimes. Il n'y a pas de formation, donc les policiers ne sont pas formés. Il n'y a pas l'école des cadets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse des gens parmi les brigands et au bout d'un certain temps, on en fait des policiers et ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas à rentrer dans la criminalité dont ils ont l'habitude. Et c'est comme ça que vous allez voir dans le secteur de Yala, il y a eu deux policiers, disons un policier qui est allé dans un groupement, au groupement Yamongo Yasola. Et là-bas, le policier, il a fait un travail qui n'est pas le sien. Et il a tué à bout portant un paysan. L'ayant tué, qu'est-ce que les paysans ont fait? Lui, il a pris la fuite. Mais qu'est-ce que les paysans ont fait? Ils ont tué deux policiers. Et ça ne s'est pas arrêté là. Comme les policiers étaient originaires du groupement de Yala, il y a eu directement un conflit communautaire entre les deux groupements. Et comme les gens du groupement de Yamongo ici vont passer les examens d'État dans le groupement de Yala, ils ne peuvent plus y aller. On m'a demandé, dit, mais honorable, est-ce que vous pouvez plaider pour qu'on ouvre un centre d'examen d'État ici chez nous pour que nos enfants ne se fassent pas tuer en allant passer les examens d'État ailleurs? Donc vous voyez déjà qu'au niveau de la police, il y a un problème de recrutement, il y a un problème de formation, il y a un problème de sous-équipement. Donc ils ne peuvent même pas travailler comme il le faut. Donc ça, c'est toujours dans l'administration. Il y a un problème, l'administrateur du territoire lui-même, eh bien, il est là. En principe, d'après les règles de l'administration, il doit passer 9 jours au chef-lieu du territoire et 21 jours à l'intérieur. Sa mobilité est rassurée? Sa mobilité n'est pas du tout assurée. Comment il va faire tout ce tour? Il n'est pas capable de le faire. Il faut qu'il soit pris en charge. Mais qui le prendra en charge? Les territoires sont devenus maintenant des entités déconcentrées. Très bien. Donc, il n'a pas de recette propre pour s'acheter tout ce qu'une petite moto. Donc, c'est un problème. Ça, c'est seulement l'aspect politique. Alors, le social, comment la vie de l'autre côté? Le plan social, c'est... Parce que généralement, nous, on sait que lorsqu'on voit un député national, on pense qu'on est devant Dieu le Père qui va répondre à toutes nos questions, apporter des solutions à tous nos problèmes. Et comment vous arrivez à vivre depuis ces 3 législatures de suite avec votre base? Oui, c'est parce que moi, je suis un homme qui dit la vérité et je suis un homme simple. Je ne cherche pas à monter des cabales pour faire croire aux gens des choses que je ne peux pas faire. Très bien. Le rôle du député, ce n'est pas celui de faire, mais c'est de faire et de contrôler. C'est ça en fait, parce que celui qui fait, c'est le gouvernement. Très bien. Et comme cela, on partage cela, donc c'est connu et tout le monde se dit, au moins avec lui, il n'est pas en train de faire de la démagogie. Ah oui. Alors, sur le plan social, parce que c'était ça votre question, là, il y a pas mal de problèmes aussi. Il faut commencer par l'enseignement. L'éducation. L'éducation. Voilà. Si je prends par exemple l'enseignement primaire, sur le plan de la distribution géographique des écoles, il y a des groupements qui sont enclavés, mais qui n'ont pas d'école primaire. Pas d'école primaire. Pas d'école primaire. Les enfants vont étudier ailleurs. Oui, ils étudient de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire, je prends le groupement Yamongo, village d'Ilili et Bassenge. Il y a une rivière, la rivière Lopori, qui sépare le groupement ici d'Yamongo du groupement Wanga. Et la traversée à la montée en pirogue, ça vous prend 1 heure. 1 heure pour la montée. Pour la montée. Alors imaginez que les enfants puissent faire ce genre de trajet sur une rivière qui est mangeuse d'hommes. Donc ce n'est pas quelque chose de faisable. Donc on devait... Il y avait une école là-bas qu'on a déplacée pour des raisons de politique. Et maintenant, ils n'ont pas d'école. Donc la distribution des écoles est mal assurée.
Vous allez dans le groupement de Boangi, village de Yambenza. Un grand village. Pas d'école non plus. L'école qui était là, on déplace des choses pour des raisons politiques, justement. On dit le village du candidat de l'IDPS, c'est Yambenza. Et parce que c'est nous qui avons le pouvoir, on va prendre ce qu'il y a à Yambenza, on va déplacer à Boliko ou à un autre village. Donc la distribution géographique est mal assurée. Les sous-prophètes qui sont là, c'est des chefs de sous-division. Les scans, c'est-à-dire les chefs d'antenne d'Inakopé, ils sont tous dans cette complicité. Donc ils sont devenus politiques. Ils sont devenus politiques plutôt que techniques. Ça, c'est au niveau de la distribution tout à fait géographique. Mais si nous voyons le règlement des comptes en ce qui concerne le paiement des salaires, vous allez voir qu'il y a des effacements fantaisistes. Ce mois ici, vous touchez. Le mois prochain, vous ne touchez plus parce que votre nom ne se trouve plus sur la liste. Disparaît de la liste. Il disparaît de la liste. C'est pas possible. Et peut-être ça va se retrouver dans un autre territoire et ça sera pour de bon. Les gens perdent les numéros matricules, les gens perdent des salaires et ça se passe comme ça. Au niveau des services, on appelle ça des bureaux gestionnaires de l'éducation au niveau de Chouapad. Compliqué. Si on quitte ce côté-là, je voudrais aussi voir les aspects économiques. Allez-y. Donc, les aspects économiques. Vous savez, notre territoire fut un grenier agricole. Oui. Donc, dans la Chouapa, Djolou, à l'époque, produisait du café, du caoutchouc, du cacao, de l'huile de palme. Et en fait, il y avait des bateaux de l'ONATRA qui montaient, qui prenaient tout ça. Et c'est quoi l'image que cela nous donne aujourd'hui? Aujourd'hui, d'abord, toutes les plantations industrielles sont abandonnées. La reprise se fait non pas de façon organisée. Par exemple, dans le domaine du caoutchouc, c'est des personnes qui viennent, ils saignent le VA, ils ont quelques kilos de VA et puis ils disparaissent. Donc la production n'est plus trop après 6 mois. Industrielle, tout ça. Non, la production n'est plus industrielle et puis ces gens ne sont plus stables. Ils viennent, ils travaillent pendant 6 mois, ils partent, c'est d'autres qui remplacent. Et ça, on ne peut pas parler de la stabilité de l'emploi des gens-là. Tout à fait. Il n'y a pas des gens qui achètent les produits, parce que les routes se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Toutes les sociétés se sont retirées, les sociétés qui étaient là. Aucune société agro-industrielle n'est actuellement opérationnelle à Djolou. Et donc, même si je peux parler de l'essence, le carburant ici, il n'y a aucune station d'essence là-bas. C'est-à-dire que le prix de l'essence... Djolou n'a pas de station d'essence. Il n'y a pas de station d'essence à Djolou. Aucune station d'essence. Donc, ne parlons pas du prix, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Tout à fait. Quand il n'y a pas de station d'essence, c'est aujourd'hui à 8 000, demain c'est à 6 000, après c'est à 10 000. Il y a spéculation. Il y a la spéculation. Voilà. Donc, il y a pas mal. Mais si je veux parler des priorités, parce que la question que vous m'aviez posée avait de rapport avec ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait de façon prioritaire. La première priorité, c'est que il faudrait que le comité technique provincial, le PNUD et le gouvernement nous regardent un peu cette affaire de programme PDL 145 territoires à Djolou. La priorité aussi, c'est le conflit qu'il y a entre la société Booming SRALL et donc Booming Green qui exploite les bois et en contrepartie a signé des cahiers de charges avec la population. Et parmi les engagements, il y a la construction de 3 centres de santé et de 2 écoles. Et depuis plusieurs années, ça ne se termine pas. C'est-à-dire qu'on a commencé et c'est un éternel commencement. Et donc, je pense que la priorité, c'est de rencontrer Booming Green, de discuter de la question pour que le dispensaire... Donc, le respect du cahier des charges soit effectif. Oui, que ça soit respecté. Et on commence par les plus petits. Comme ils ont commencé à Ilili de construire un dispensaire, qui est aujourd'hui inachevé,
qu'il commence par le terminer, l'équiper et le remettre à la communauté pour que la communauté puisse bénéficier de ce dispensaire. L'école qui se trouve à Yansola, qui est encore au niveau de la fondation, que cette école soit terminée pour que ça soit aussi remis à la population et les enfants y étudient. Très bien. Je vois un peu, ils ont fait quelque chose d'assez bien à Ouanga, mais il faut terminer. Et après avoir terminé, il faut regarder les conflits maintenant parce que l'exploitation est en train de progresser. Voilà. Les espaces antérieurs commencent à perdre une certaine densité de bois et ils avancent vers d'autres groupements. C'est qu'il faut des avenants pour intégrer les préoccupations des groupements qui se trouvent un peu en amont. Anek oye! Oye! Anek oye! 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 Anek oye! 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 Parti la mission! Oui, je parlais de priorités. Une autre priorité, c'est d'améliorer la connectivité et l'intégration du territoire de Djolou avec les territoires voisins et le chef-lieu de la province. C'est qu'il faudra qu'au niveau de l'office de route, on songe à mettre un bac sur la rivière Lopori pour que les gens puissent traverser, quitter la province de la Chouapa vers la province de la Chopo. Djolou étant un territoire frontalier entre les deux provinces, il faut un bac là-bas. Il faudrait que la route régionale qui va de Yoseki jusqu'à Lingomon, Bouende, il faut qu'on entretienne cette route régionale pour que Djolou soit connecté au chef-lieu de province. Et ça, c'est une priorité. Ce qu'il faut seulement, c'est quoi? C'est juste une pelle mécanique. Une pelle? Tractopelle, oui. C'est comme un tracteur avec une pelle. Juste une pelle mécanique. On fait la route. Nous avons dans le budget ici, la Chopa va avoir 1000 ponts. Nous allons y arriver. Et donc, vous comprenez qu'il y a moyen de le faire. Donc, c'est une priorité. Il faut aussi améliorer la connectivité de Djolou avec Bokungu. Et en ce moment-là, au niveau de Yokamba, il faut un deuxième bac sur la Maringa. Cette fois-ci? La rivière Maringa. Donc, ça, c'est juste au niveau d'améliorer, d'ouvrir, en fait, de désenclaver. Le désenclavement du coin. Oui, et d'ouvrir Djolou aux provinces voisines et aux chefs-lieux de province. Mais il faut aussi permettre l'évacuation des produits agricoles de Djolou vers les centres de consommation. Vers les centres de consommation. Voilà. À l'époque, il y avait l'ONATRA qui faisait ce travail, les rivières étaient balisées. Au jour d'aujourd'hui, plus de 20 ans, ces rivières ne sont plus balisées. Donc, et personne ne va envoyer son bateau là où, d'abord, la rivière n'est pas balisée. Et si vous arrivez au bout là-bas, les gens ont abandonné l'agriculture parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, parce que les routes ne vont plus. Et donc, nous sommes, ce que j'ai vu sur le plan économique, c'est que si nous ne sommes pas en enfer, nous sommes au purgatoire. Très bien, honorable. Ça, nous pouvons le dire, c'est tout un cours que nous recevons d'un élu qui connaît bien son coin, comme sa poche, qui maîtrise les réalités de sa base ou de sa population. Bana Djolou, vous allez une erreur terre ça la confiance dans l'honorable Lotana. Toujours le bon on attend en campagne, tu es ça la campagne, aussi au PC mandat la misato. Botiki eto ebisabino que vous allez penza vous allez choix à Malonga parce que bon kana ndenga au PC là. Les solo ya Djolou na environnement mobimba na province à Chouapa. Lokola libenga na yemoko donc ayebi ba problème na bino. Pour abika kanabino yango ko bundana amemi yango na niveau ya ba décision ekozwama total ndingi makambo ekokende. En tout cas, honorable, ce qui reste maintenant, c'est le rapport parlementaire que vous devez déposer. Vous l'avez déjà écrit? Oui, je le rédigeais. On va le déposer le lundi. D'accord. Donc, ne pas seulement vous limiter au dépôt, mais seulement le suivi aussi. Bien sûr que nous avons un suivi. Le suivi se fait de différentes manières. Le premier moyen de suivi, c'est notre caucus. Et nous avons un programme de rencontrer les différents ministres. Nous les rencontrons en groupe.
Très bien. Donc c'est le caucus de la Chouapa qui Chaque député apporte les désirata de sa base. De sa base. Et nous allons ensemble. Donc nous sommes 9, nous allons ensemble. On voit le ministre, on en discute. Nous obtenons de ce qu'il nous dit. Et pas seulement ce qu'il nous dit, mais ce qu'il devra faire. Voilà. Et nous allons suivre. Merci beaucoup. Et nous pouvons changer de chapitre cette fois-ci. Ouais. Vous nous avez parlé de votre cher parti politique, mais vous ne nous avez pas dit, il est né, ça fait combien de temps et c'est un parti qui a combien de temps déjà de vie? Nous sommes à la 4e année. 4e année. Oui. Avec une telle organisation, vous n'en donnez pas l'air. C'est comme si c'était un parti qui existait depuis longtemps. Oui, parce que en fait, le fondement sur lequel nous nous basons, c'est un vieux fondement. Donc, le moboutisme a existé pendant très longtemps. Et donc, vous comprenez que poussant sur des racines qui sont anciens, solides, et donc avec sur un tronc aussi qui est ferme, que le feuillage ne mette pas du temps pour mettre de... Et donc, c'est pour cela que vous voyez, donc, nous sommes une vieille jeune affaire. Donc, pas d'apprentissage. Pas du tout. Merci. Honorable, l'actualité nous oblige aussi d'avoir la position de l'ANEC. De grandes questions qui font débat. Polémique lancée, notamment autour de l'opportunité ou pas de changer ou de réviser la Constitution qui est en vigueur dans notre pays. L'incident diplomatique observé lors du 19e sommet de la francophonie, où la RDC était valablement représentée par le numéro 1 des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous placerons aussi un mot avec vous, comme député national, autour du budget pour l'exercice 2025. Ce qui devra aussi revenir à la province de Chouapa, ce que vous espérez. Et nous terminerons avec un mot sur l'environnement. Parce que sans l'environnement, nous nous sommes foutus et nous sommes nuls. Absolument. Notre environnement, nous devons aussi placer un mot. Le crédit carbone, ça fait aussi débat. Attaquons directement, honorable, avec la question autour de la polémique. Pourquoi la question, un débat démocratique, un débat d'idées va nous amener dans une polémique? C'est comme si les gens ont tendance à s'entre-déchirer. Ne touchez pas à la Constitution, nous allons toucher. Il s'agit de la révision ou du changement, à vrai dire. Les gens sont un peu perdus. Nous sommes devant un élu, votre lecture. Effectivement, les gens ont raison d'être perdus. Ils ont absolument raison d'être perdus. Parce que jusqu'à présent, au niveau des institutions, nous n'avons pas encore reçu la position officielle sur cette question. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une révision de la Constitution ou d'un changement de la Constitution. Allez-y, ça c'est notre langage. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une révision qu'on veut ou d'un changement, parce qu'il y a une différence entre les deux. Qu'à cela ne tienne, je vais vous donner la réflexion que nous avons eue au niveau du parti. Très bien, c'est ça que nous intéresse maintenant. Et la position du parti par rapport à cette question. Très bien. Une constitution. Une constitution, c'est le résultat d'un contrat social. Voilà. Entre les gens qui habitent une nation. Et donc, comme tout contrat, on peut revisiter un contrat. C'est que la Constitution n'est pas un texte intangible en soi. Voilà. Mais c'est question d'opportunité et aussi question de procédure. Alors, si on veut réviser la Constitution dans ces dispositions qui ne sont pas verrouillées et dans les dispositions qui ne sont pas tributaires, c'est-à-dire reliées aux dispositions verrouillées, là c'est quelque chose, c'est ça que nous allons appeler la révision constitutionnelle, et cela est tout à fait possible. L'initiative peut partir du président, de l'Assemblée, mais on va finir par le référendum. Poser la question au peuple. Et puis on va changer les dispositions changeables. Voilà. Mais s'il s'agit plutôt d'un changement de constitution, c'est-à-dire qu'on doit toucher
les dispositions verrouillées et les dispositions tributaires aux dispositions verrouillées, là, la position de l'ANEC est claire, il ne faut pas. Là, nous sommes contre le changement de constitution. Mais pourquoi cette position contre le changement, si réellement cela arriverait? Je pense que nous avons une certaine stabilité actuellement avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je vous avais dit au commencement que si il était venu un peu plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas à ce point aujourd'hui. Donc, il y a des acquis à préserver. Ça, c'est la première chose. Le changement de constitution, cela veut dire que c'est scier l'arbre sur lequel nous sommes assis. Parce que c'est un coup d'état civil. Ce serait en ce moment-là un coup d'état civil. Et ça correspondrait à remettre le pouvoir à l'opposition. Cela veut dire que nous, on n'en a plus besoin. Alors, on se saborde et puis on jette le pavé dans la mare. Les vagues peuvent nous emporter. Ce genre de schéma révolutionnaire. C'est le risque à prendre. Le risque qui va être pris si on a. Mais si on veut prendre ce risque-là, il faut que ce soit opportun de le faire. Est-ce qu'il y a opportunité de prendre un tel risque alors que le pays actuellement, même s'il ne va pas trop bien, il ne va pas trop bien, mais il est quand même d'une certaine stabilité. Qu'il faut préserver. Et qu'il faut préserver. Donc, et aussi le changement de la Constitution, ça ne doit pas partir du chef de l'État normalement. Voilà. Donc, comme vous le savez, parce que j'ai encore le souvenir de la prestation de serment, nous étions là tous, et nous avons juré obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Donc, on ne va pas changer la Constitution, mais on peut la réviser. Donc la position de l'ANEC, c'est non au changement. Au changement, mais oui à la révision. À la révision. Une position claire et qui vient d'être donnée clairement. Quant à l'ANEC, le changement, non. Pas partant. Vous n'êtes pas partant. Pas du tout. Mais la révision des faiblesses constatées dans l'actuelle Constitution, vous allez soutenir la démarche. Absolument. Merci, honorable. Nous disons que la télévision, c'est le temps. Voilà pourquoi nous sommes tenus à aller un peu plus rapidement pour finir et aborder toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Comme vous le faites de l'autre côté à l'Assemblée nationale. Merci, honorable. Nous allons revenir sur cet incident diplomatique constaté et observé lors du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu en France. Félix Tshisekedi Tshilombo, le Congolais, le premier, était là. Il a participé à la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle le président Macron, qui avait invité les gens sur son sol pour cette grande réunion, est revenu sur les conflits qui touchent le monde actuellement. Mais bizarrement, est-ce intentionnellement ou à dessein qu'il ignore et oublie le conflit qui se vit en République démocratique du Congo, la guerre à l'est de la République, un pays membre qui se fait attaquer par un autre membre, mais on ne sent pas l'apport de l'OIF, alors que la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde, avec au-delà de 100 millions de ceux qui parlent français. On a tendance que la balance se penche du côté du Rwanda, qui lui a déjà basculé vers les anglophones, et on lui donne même la tête de l'organisation comme secrétaire général. Votre lecture des faits, honorable? Ma lecture, c'est que c'est écœurant. C'est vraiment énervant. Et le président de la République française n'en est pas à son premier coup. Vous vous souviendrez qu'il était ici chez nous à Kinshasa. Il y a eu un échange très chaud avec le chef de l'État. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un manque de considération qui est caractérisé parce que ça se répète. Et à ce titre, on ne peut que condamner. Et ça, je pense bien que vous connaissez aussi l'OIF. Voilà. Je ne sais pas si c'est les Français
qui constitue la raison de création de l'OIF. Parce que ça, il y a des raisons déclarées et non déclarées. Donc c'est peut-être une façon de donner une certaine importance à la France dans la poursuite de ses intérêts. Parce que si ce n'était que le français, eh bien nous on serait de loin, mais alors de très loin devant du Rwanda. Et qu'on émettrait la RDC, en tout cas pas sur la même balance que le Rwanda au jour d'aujourd'hui. Donc je me doute même si c'est la langue qui est l'objet principal de la création de l'OIF, ou l'OIF c'est un moyen inventé pour remplacer la France-Afrique. Je me dis qu'au-delà de la colère, nous devons un peu réfléchir sur notre diplomatie que nous vantons. Il faudrait vraiment qu'à un certain moment, on se mette nous-mêmes là, autour d'une table, au niveau de l'Union sacrée, pour essayer d'évaluer ce que nous avons fait jusqu'à présent par rapport à la France. Mais ce n'est pas seulement la France. Il y a aussi d'autres partenaires qui sont dans la même situation. Donc notre diplomatie, c'est comme si, bien qu'elle soit agissante, pour certains pays, nous sommes en train de battre de l'aile. Voilà. On a vu Félix Tshisekedi très déçu, ce qui a justifié même sa non-participation à la deuxième journée, au déjeuner. Mais très critiqué, Emmanuel Macron essaie un peu de se rattraper lors de la deuxième journée pour dire qu'il a eu un tête-à-tête avec le président Tshisekedi, mais il y a des choses à dire. La France, très citée dans la crise qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, devrions-nous toujours faire confiance à ces partenaires traditionnels qui ne sont pas en sainteté diplomatique avec nous? Il faut penser, vous qui êtes de l'Union sacrée, de quel côté ou avec qui cette fois-ci se rallier dans un partenariat gagnant-gagnant où un membre qui est attaqué par un autre membre. Celui qui est attaqué peut être soutenu et celui qui attaque l'autre doit être condamné et de façon exemplaire pour que ce genre d'actes ne se reproduisent. Parce qu'on a vu la communauté internationale soutenir l'Ukraine contre l'évasion russe, avec les armes, avec le soutien financier, un homme aussi en formation. Mais à la RDC, qui se fait attaquer par un autre État membre, où tout est approuvé, tout est prouvé qu'il y a la présence militaire rwandaise sur le sol congolais, mais on nous demande d'aller négocier avec l'agresseur. Comment appréciez-vous cette question? J'apprécie ça très facilement. Parce qu'on dit qu'en diplomatie, les États n'ont pas d'amis, que les États n'ont que des intérêts. Voilà. Nous devons chercher à comprendre pourquoi la France veut aller du côté du Rwanda, un petit pays minuscule, je dirais même microscopique. Voilà. Et donc, ils ont la faveur des Français ou du gouvernement français, c'est qu'il y a des intérêts qui sont en train de garantir là-bas et il faudrait que nous aussi on puisse étudier comment nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Pourquoi ils sont avec le Rwanda et pas avec nous? Pourtant le Rwanda, il n'a pas le coltan. Le Rwanda n'a pas l'or que nous avons. Le Rwanda n'a pas tout ce que nous avons. Mais bizarrement, le Rwanda vend tout ça. Et ils vendent parce qu'ils nous volent. Pas de mine de diamants. Non, pas du tout. Pas de mine d'or. Ils nous volent. Pas de mine de coltan. Ils nous volent. Mais le Rwanda est parmi les vendeurs de tous ces minerais stratégiques. Oui, ils ont gonflé les biceps. Ils ont recruté des gens qui ont des biceps. Ils ont pris certains Congolais. Ils ont mélangé à ces gens-là dans la poursuite de leurs intérêts économiques. Et dire qu'il s'agit des Congolais. Et donc c'est ça. C'est pas du tout les Congolais. C'est une affaire de maquillage politique pour que la chose ne soit pas très bien vue. Moi, je me demande si ce n'est pas une façon là de se faire payer indirectement parce qu'ils ont soutenu la FDL. Voilà. Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais en réalité, par rapport à votre question première, donc les États n'ayant pas d'amis, mais plutôt des intérêts, nous devons voir pourquoi la France est avec eux. Le Rwanda pas avec nous. Et puis on peut tirer maintenant des conclusions. Mais il y a aussi une main multinationale qui semble apparaître derrière le Rwanda. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi avoir une politique à l'interne qui puisse attirer tous ceux qui ont besoin de ces minéraux stratégiques? On parle des 3T. Qui peuvent venir directement vers le gouvernement. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour attirer ces gens? Il ne reste plus qu'à déterrer Dieu si Dieu a un cimetière pour que nous puissions être acceptés.
Donc il va falloir faire intervenir Dieu dans ce conflit, dans ce qui se passe à l'Est, parce que les hommes entre eux, ils n'arrivent pas. Non, il ne faut pas faire intervenir Dieu. Ce que moi je voudrais dire, c'est que nous avons tout fait. On a tout fait pour attirer les investisseurs. Nos codes d'investissement ont été revus. Et ces codes sont avantageux pour les gens qui viennent investir chez nous. Donc, nous ne sommes pas là en train de nous fermer sur nous-mêmes. Et nous avons toujours souhaité la bienvenue à ces investisseurs qui veulent venir chez nous. Peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Il faut seulement que nous puissions chercher cette fois-ci à nous organiser. Très bien. Pour ne pas penser beaucoup plus à eux. Je ne dirais pas qu'on va se refermer dans une autarcie comme la Chine. Seul, on n'a pas parce que la Chine a quand même réussi pendant 30 ans à préparer sa révolution. Voilà. Donc nous pouvons peut-être avoir du mal à penser que nous pouvons nous développer en suivant l'exemple de la Chine. Mais moi je pense que c'est possible. Lorsque nous prenons des gens comme des sauveurs, que des gens qui vont faire notre développement, alors qu'ils viennent pour nous piller. À un certain moment, il faut fermer les portes et il faut se dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes? Et chercher de nouveaux alliés, pourquoi pas? Honorable Ota n'a toujours pas de langue dans sa poche, une expression facile d'un professeur d'université. Nous sommes en train de cheminer tout doucement vers la fin de notre programme de ce jour. Mais nous ne l'arrêterons pas sans aborder la question liée à cette politique chiffrée pour l'année 2025 qu'on appelle le budget, et évalué à près de 19 milliards de dollars. Est-ce réaliste d'abord, selon vous? Et puis dites-nous ce que vous espérez comme part de la province de la Chuapa et particulièrement du territoire de Djoulou dans ce budget de l'exercice 2025. Honorable. Merci pour la question, parce que le budget, c'est toujours l'expression chiffrée d'une politique. Tout à fait. Nous avons reçu le gouvernement pendant son investiture, le jour de son investiture. Il nous a présenté une politique, la politique du chef de l'État, et il y a eu des promesses. Voilà. Pour la Chuapa, la promesse la plus importante, c'est l'agriculture. L'agriculture. Le gouvernement a dit qu'on devra passer dans le budget de 3% à 10%. Et c'est là où nous les attendons. Très bien. On ne veut pas de demi-mesure. Il ne faut pas nous présenter un budget avec 3%, 4%, 5%, 6%. Vous en parlez de 10. Vous avez parlé de 10, donnez-nous le budget de 10. Très bien. Parce que si jamais nous avons un budget de 10, les semences, il y aura des centres sémenciers qui vont s'implanter là-bas. Le crédit agricole, il sera là. Parce que, vous savez, quand moi j'étais jeune, il y avait des sociétés de culture pérennes, des VA, qui ont été, après la zaïranisation, on a pris ça sur le compte d'Entriac. Mais c'était ces sociétés-là, les centres où existaient ces sociétés, c'était comme des villes. Les gens quittaient le village pour aller vers ces EVA-là, pour être civilisés. Mais si aujourd'hui, avec une politique de crédit à la classe moyenne, des crédits agricoles, pour relancer les plantations d'EVA, les plantations de café, les plantations de palmiers, les plantations de cacao à la Chuapa redeviendra ce grenier agricole qu'il fut. D'antan, en fait. Et la situation sociale va s'améliorer. Et cela ne peut pas se faire si les routes et si les voies d'évacuation, comme les cours d'eau, ne sont pas balisées, ne sont pas entretenues. Et dans ce budget, on nous a dit, nous avons vu que la Chuapa aura 100 000 ponts. 1000 ponts. 1000 ponts. Pour la province de la Chuapa. Pour la province de la Chuapa. Et donc, nous voulons que le budget ne soit pas un chapelet d'intention, mais que le gouvernement se déploie pour libérer des fonds afin que nous puissions voir ces ponts. Ce n'est pas la première fois qu'on nous promet des choses. Très bien. Tous nous attendons voir ce que ça va donner. On va se limiter au niveau des promesses comme toujours. Cette fois-ci,
On va dire le président de la République veut soutenir la Chouapa et c'est ainsi que ceux qui travaillent pour la matérialisation de sa vision vont devoir se battre pour réaliser et concrétiser ces promesses. Honorable, nous allons certainement finir par cette question autour de l'actualité. Qu'est-ce que je dis autour de l'environnement? Le débat autour du crédit carbone, la République démocratique du Congo, l'un des pays qui stabilise notre vie sur le plan environnemental. Est-ce que notre pays reçoit ce qu'il devait recevoir pour la stabilité de l'environnement? Ou il y a encore des choses à dire? Est-ce que ce crédit carbone, quand il est remis à la République démocratique du Congo, y a-t-il développement des projets? Les populations qui vivent dans ces milieux concernés se retrouvent-elles derrière ce crédit? Votre analyse et votre lecture des faits, honorable, parce que vous y savez aussi quelque chose. Oui, merci. Je vais répondre en changeant un peu votre question. Merci. Parce que est-ce que le Congo est en train de recevoir ce qu'il devait recevoir? Mais moi, je vais dire, est-ce que le Congo est en train de porter des projets qu'il devait porter? Parce qu'on ne va pas financer la parole. Ce n'est pas une affaire de discours. C'est une affaire de projet. Vous savez, dans ce domaine, on peut dire qu'il y a 18 millions, il y a 100 millions pour le Congo. Mais s'il n'y a aucun projet présenté pour que vous puissiez prendre les 100 millions, vous ne les prendrez pas. Et donc, c'est ça aussi, un problème d'expertise. Il faudrait, avec des amis, je connais Panou Tossi, des amis comme ça qui maîtrisent la chose, il faudrait qu'on puisse, à mon avis, travailler de concert pour que les Congolais apportent des projets. Et ces projets, une fois financés, feront le bonheur du peuple. Mais je vois déjà que, déjà on commence parfois très mal avec la fourberie. Voilà. Les gens, vous savez, dans ce mécanisme-là, par exemple, en ce qui concerne les carbones communautaires, parce qu'un carbone, il peut être vendu parce que c'est votre propre plantation et vous essayez de vendre le carbone de votre plantation. Là, il n'y a pas de problème, parce que ça vous appartient. Et il y a plusieurs marchés, vous allez le vendre au prix qui est le vôtre. Mais si nous prenons le carbone communautaire, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Les gens passent des nuits, de maison à maison, pour récolter des signatures d'accords auprès des communautés. Ils voient un chef de secteur, ils lui disent, si vous ne voulez pas que le gouverneur vous sanctionne, il faut mettre ici, la main apposez votre ici. signature. Vous, chef de groupement, si pareil. vous ne voulez pas être, mettez la main ici. Et toi ici, toi tu as quelque chose, mets la main. Et les gens signent alors que dans ce processus, ça doit être un consentement libre et préalablement informé. Très bien. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Mais c'est qu'ils seront rattrapés dans leur jeu lorsqu'à un certain moment, on devra valider les projets. Donc, la validation, c'est qu'il y aura des validateurs qui vont vérifier l'obtention de ces signatures. Et les gens seront coincés. Moi, quand on m'a dit, honorable, venez ici, on est en train de nous arracher les signatures. Moi, je ris. Laissez-les faire. J'ai dit, mais laissez-les faire. Nous les aurons. On les aura au tournant. On les attend au tournant. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de nous entretenir avec l'honorable Lotana Lokasola. Un homme qui n'a pas sa langue dans la poche, un député national, 3 fois élu à l'Assemblée nationale, professeur d'université, président de l'Alliance pour le nouvel essor du Congo, ANEC. Avec lui, nous avons abordé un bon nombre de questions. Effectivement, la télévision, c'est le temps. Nous sommes en train de chuter. Honorable, la caméra devant vous vous appartient. L'adresse à votre base, l'adresse aux membres de votre parti politique, mais l'adresse à tous les Congolais parce que vous êtes élu national. Par rapport à ma base, je voudrais d'abord, une fois de plus, les remercier. Je les remercie d'avoir voté pour moi à plusieurs reprises. Je les remercie aussi parce qu'ils m'ont reçu. On a partagé de très bons moments ensemble et on va se retrouver au mois de janvier, février, mars. En ce qui concerne mon parti, je voudrais dire aux militants que l'ANEC, c'est un grand parti. Nous devons être le plus grand parti de la Chouapa à l'échéance à l'horizon 2028.
Les adhésions sont toujours ouvertes? Les adhésions sont, portes sont ouvertes à pour tout les le monde. adhérents. À tout le monde. Donc, nous devons nous mettre en ordre de bataille dès aujourd'hui, parce que 2029 ou 2028, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Par rapport Aux Congolais. Aux Congolais, la première pensée est que dans la division, on ne peut pas. Nous devons être unis autour du chef de l'État pour essayer de lui apporter notre appui dans la construction de ce pays. Aneke oye! Oye! Aneke oye! 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 Aneke oye! 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 Parti na biso moko! Akoko na biso, Aneke obi, akobatela yango. Akoko na biso, Aneke obi, akobatela yango. Honorable Otana, moi na Équateur à solo ya tongo ni toloba na kisasa tongo ngana komona ngo penza kitoko te pe na kosepela te pe na kotika te to soki sali solo a mokolo malelo sans que yo loba na mwa munoko ba koko bango pe na sa mabele ba sepela te okanisa mwana penda communiquer français ake pa Emmanuel Macron mais mabela ba koko bosani mwa liloba penza na lingala na lokota mboka bana chwapa bana jolu ba sepela. Ya liboso na kobandana no na ko remercier pe ko kumisa ba électeur na ngai o ba ponaki ngai bana mboka jolu oyo tuuti kozala na bango na tango tokendeki mobembo ya vacances parlementaires bino nyonso boyebi ke totambolaki na bino elongo tosololaki tokanisaki mpona ekolo mpona biso moko. En tout cas nazali kopesa bino longonya pe merci. Et puis, pour la parti ya biso ya ANEC, Alliance pour le nouvel essor du Congo, toye bate kobongisa mboka pe bitumba o ezali koya na 2028 ife bandalelo yo, il faut ANEC ezala parti nano ya liboso na chwapo eleki ba parti nyonso bongo na sima ezala parti monene penza na ekolo Congo. O nyonso tu wana ekouta na mosala biso na biso ezali kosala mokolo na mokolo pona baimboka nyonso ya Congo nazali kosenga tozala biso banso sima ya mokonzi na mboka pona bokabwani tokotonga mboka te elongo nde tokoki kotonga mokonzi azali na likanisi malamu azali na mayele malamu ya kobongisa mboka tika biso nzoto tozala sima na ye pona kotonga elongo na ye. Merci. Mesdames et messieurs, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Nous disons que nous recevions pour vous le député national Albert Lotana Lokasola. Il est élu de la circonscription électorale de Djougou. Nous sommes là dans la province de la Chuapa, dans l'ancienne configuration du Grand Équateur. Actuellement, issu du découpage, la Chuapa est une province à part. Il est président national de l'Alliance pour le nouvel essor du Congo ANEC, professeur d'université, vous l'avez entendu en long et en large. Vous avez eu droit à la position de son parti politique face aux grandes questions d'actualité. Honorable Lotana, nous vous disons merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, en l'occurrence les membres de ce grand parti politique. Voilà, nous nous retrouvons dans un autre numéro, prochainement pour un autre numéro, avec un nouvel invité, avec d'autres questions d'actualité. Au revoir.